La plupart des gens qui sont morts, en mort imminente, ne veulent plus revenir. Ah ouais? Ah, j'ai vu plein de gens qui ont eu des morts, pas beaucoup, mais quelques-uns, qui ont eu des morts cliniques et qui se sont vus leur corps au-dessus stagner, qui entendaient toutes les conversations, qui avaient une connaissance qui était décuplée et qui n'avaient plus envie de revenir. J'ai toujours été attiré par les esprits libres. Déchirer les pages, sortir du cadre, danser hors des lignes. J'en ai même fait le projet le plus important de ma vie, un média humaniste qui s'appelle Hors Piste. Chaque épisode plonge dans la vie d'un esprit libre. Leur univers, leur parcours m'ont profondément touché. Aujourd'hui, je me questionne sur la vie, notre place, notre réalité. Y a-t-il une vie après la mort? À quoi ressemble ce monde invisible? Alors j'ai rencontré Patricia Armani, médium et amoureuse du cinéma comme moi. Je me suis prêté au jeu. Elle m'a tiré les cartes. C'était bluffant. Au milieu des paillettes à Cannes, à quelques heures de la Palme d'Or 2025, elle me confie ses secrets sur la vie, sur la mort et sur les grands gagnants. Patricia, on est dans cette merveilleuse ville de Cannes, aux confins du Festival de Cannes, puisqu'on va révéler la Palme d'Or tout à l'heure, dans cette ville qui a une telle symbolique pour le cinéma. Et toi aussi, tu as une empreinte dans cette ville, puisque à ta façon, tu devines la Palme chaque année, en tout cas tu tentes de le faire. Je tente de le faire. Puisque tu es médium depuis plus de 22 ans, je crois. 25 ans. 25 ans. Très tôt, à l'âge de 7 ans, j'ai vu le décès de mon chien. Bêtement, et j'ai dit à ma grand-mère que mon chien allait mourir et que mon père allait m'acheter un vélo pour compenser ma douleur. Et ça s'est passé exactement comme ça quand il est venu pour les vacances chez mes grands-parents. Et ce vélo, je l'ai toujours détesté. Ce ressenti, souvent les médiums l'ont dans les maisons, ils ont comme un deuxième cerveau qui se met en place tout de suite, suivant les énergies, suivant les questions, suivant les endroits, même suivant le ressenti dans les maisons où on sent les esprits. Donc c'est quoi? C'est le monde des morts finalement? C'est le monde des morts, c'est le monde des esprits, c'est le monde, oui, c'est ce monde-là. C'est quoi la différence entre les morts et les esprits? Un esprit peut rester 2 siècles dans une maison et à un moment donné il trouve la lumière, il monte. Comment il trouve la lumière? Mais à un moment donné, il trouve le chemin de la lumière. Alors est-ce qu'il avait quelque chose à régler en bas et qu'il n'avait pas réglé durant sa vie et qu'on l'a laissé là pour qu'il comprenne quelque chose? Il y a de ça aussi. Parce que les âmes, je pense qu'elles ont plusieurs niveaux de spiritualité, comme sur cette terre en bas où les âmes sont bonnes ou plus ou moins bonnes. Enfin, bref. Et pour dire aussi que ces âmes-là, à un moment donné, aussi, elles doivent comprendre certaines choses pour un cheminement. Parce que la terre sert d'expérience quand même, l'âme elle descend pour vivre des expériences de vie et un chemin qu'on lui a donné le jour où elle est née. Qu'on ne croit pas, tout est tracé. Les gens qui vous disent oui mais moi j'y crois pas parce que si, parce que oui, non, le destin il est bien linéaire, il est bien fixe. L'acte de départ et l'acte d'arrivée. Par contre quelqu'un qui va se suicider, et qui va entraver sa ligne de destinée, eh ben son âme elle va stagner jusqu'à la date exacte où il devait monter. Ah ouais? Ça peut durer des années ou... Ça peut durer des années. Quelqu'un qui tout d'un coup met fin à ses jours il y a 40 ans, s'il devait mourir à 60, pendant 20 ans, son âme, qui n'a plus la notion du temps, parce que le temporel pour eux n'existe plus après, eh bien pendant 20 ans, l'âme elle va tourner, elle va stagner. Ils ne savent pas s'ils sont morts, s'ils sont vivants, qu'est-ce qu'ils font là? T'es confiante sur le fait qu'il y a une vie après la mort et qu'elle sera heureuse pour nous tous? Ben, je pense que oui, je pense que pas le mauvais on l'a en bas, mais nos expériences de vie font qu'on a toujours l'impression que beaucoup de gens disent on va pas y arriver, pourquoi il m'est arrivé ça, etc. Après là-bas le monde il est complètement uniforme dans la clarté, la sagesse et la bienveillance, donc il y a plus de jalousie, il y a plus de les âmes, on dit les âmes se reposent, ils sont en paix, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'après l'âme est en paix et attend son retour, tout simplement. Ouais. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, alors je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec ça, mais je vais essayer de le trouver, tu me diras ce que tu en penses. La plupart des gens qui sont morts, en mort imminente, ne veulent plus revenir. Ah ouais?
Ah, j'ai vu plein de gens qui ont eu des morts, pas beaucoup, mais quelques-uns qui ont eu des morts cliniques et qui se sont vus leur corps au-dessus stagner, qui entendaient toutes les conversations, qui avaient une connaissance et qui était décuplée et qui n'avaient plus envie de revenir, tellement qu'ils étaient bien. Alors qu'après, à un moment donné, c'était pas son heure et que le fait est qu'ils sont revenus. C'est un apaisement, toi, tu penses? Je pense que c'est un apaisement et c'est une forme de sagesse. Bon, maintenant, tout le monde a le temps de partir, je pense, et c'est la conscience de tous, parce que je pense que même à notre époque, avec toute l'évolution qu'on a, scientifique, médicale, etc., les gens ont toujours peur de la mort, ont toujours peur de cet après, où personne nous dit, il n'est pas revenu pour nous le dire. Et cet autre monde, il ne faut pas en avoir peur, puisque c'est le monde où on ira tous. Alors j'ai jamais fait appel à une voyante ou à un médium, mais je sens que je suis en confiance là et avec toi Patricia, je me disais que voilà, je serais prêt à jouer le jeu, de découvrir peut-être des pans de mon avenir ou de qui je suis avec les cartes et guidé par toi si tu es d'accord. Absolument. Donc ton prénom c'est Jordan. Mon prénom c'est Jordan. Est-ce qu'on peut se permettre de donner la date de naissance? Ouais, c'est 18/06 1992. Donc, il faut les mélanger et couper de la main gauche. Et pensez à rien. Pardon. Je vais y arriver. Ah, ça faut que je la retourne. Mais c'est la sagesse alors que tu dis c'est déjà pas mal. Et couper de la main gauche. Couper toujours de la main gauche, c'est la main de l'alliance. Ok. Voilà. La main Je du cœur. fais comme ça. Voilà. Okay. On dit que vous bougez beaucoup, toujours en mouvement, mais ça plaît. Cet épisode mercenaire, aventurier, tout en étant très intellect, très perfectionniste, le moindre détail peut être un souci si c'est pas bien fait. Par contre, un besoin d'évasion tout le temps et de connaître et de s'investir et surtout de rencontrer des gens différents. C'est exactement moi. Ça commence très bien en tout cas. Et ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à l'âge de 40 ans, c'est l'ascendant qui prime sur la vie. Vous devez être bélier, lion ou sagittaire, vous avez un ascendant où le côté gémeaux, c'est la réflexion, l'intellect et la perfection. Et un côté de feu où j'ai besoin d'aller toujours ailleurs, voir ailleurs. Et là, je te confirme que voilà. C'est Lion mon ascendant. Ah ben je ne savais pas. Ouais. Voilà. C'est Lion mon ascendant. Donc ça canalise ce côté Gémeaux qui peut paraître un peu sulfureux. Oui, et en même temps, ça canalise dans le sens que le lion, c'est l'homme d'affaires, l'homme qu'on écoute, c'est le chef de la meute. Donc à un moment donné, vous serez le chef de tout un contexte ou de toute une troupe. Il n'y aura pas 4 ou 5 personnes, il y aura 50 ou 30 personnes qui travailleront pour vous. Je pense que la production et les montages des films seront la deuxième partie de votre vie. Et dès que vous approchez de la quarantaine, vous êtes encore loin, mais à 37-38 ans, il y a un revirement à ce niveau-là. Les énergies vont changer et vous allez le sentir. Et un jour, vous allez dire, je vais écrire parce qu'il faut. Et finalement, c'est après, vous allez le produire, ce film. De toute façon, vous êtes fait pour le cinéma. J'espère. J'ai envie d'évoquer justement plus en profondeur, essayer de moi aussi d'explorer cet univers. Je suis quelqu'un de curieux, de comprendre c'est quoi cet autre monde en fait, parce que un don, un médium a un don de ressentir des choses, d'avoir des flashs qui vient visiblement d'un ailleurs, d'un autre monde. Est-ce que tu peux nous parler d'un être de lumière qui donne les informations? C'est quoi ce don justement? Est-ce que c'est un ressenti, c'est une énergie? Il vient d'ailleurs. Oui. Parce que quand ma grand-mère est morte, j'avais 30 ans. Donc j'étais encore la seule à dire qu'elle allait mourir ce jour-là et personne ne l'a cru. Tout le monde était parti de la clinique, tout le monde a dit qu'elle sortait le soir et j'ai pris ma voiture, j'y suis allée, elle a fini de mourir dans mes bras, mais c'était écrit comme ça là-haut puisque elle devait peut-être me transmettre quelque chose en plus. Par contre, le décès du chien, de mon grand-père, etc., ça s'est bien passé avant et elle était vivante. Donc je pense que dans la génétique ou autre, ou une entité de lumière là-haut qui me l'a envoyé. Donc c'est quelque chose, c'est comme si le cerveau se mettait en marche et à un moment donné il y a quelque chose qu'on voit. D'abord c'est pour ça que dans la voiture je mets toujours de la musique pour me couper les flashs, pour pas que j'ai un flash en conduisant, que ça m'empêche, que ça me provoque un accident.
Ah oui, parce Ah, que je c'est le quelque fais. chose de fort en fait. Ah C'est oui, oui, comme. oui. C'est comme si tout d'un coup, on vous mettait devant un écran ce qui va se passer à tel endroit ou un ressenti de quelqu'un même qu'on ne connaît pas. Donc c'est visuel. Visuel et c'est fort parce que ça vous prend l'âme. Hein. En réalité, l'âme est touchée chaque fois qu'elle reçoit des éléments quelque part. Est-ce que toi, finalement, ces flashs C'est que ça. tu as, est-ce que c'est pas pénétrer dans l'inconscient des gens plutôt que de prévoir leur futur? Non, non. Parce que pénétrer dans l'inconscient, je pense qu'on a tous une dose de psychologie avec les gens, on les ressent bien, pas bien, on est dans un rendez-vous de professionnels, on sent que ça va pas faire, bon, on va pas insister, etc. Ça, c'est de la psychologie. Par contre, moi, si je vois par exemple demain que quelqu'un va avoir un accident au bout de la rue avec une voiture rouge et que je vais dire de pas la prendre ce jour-là, ça n'a rien à voir avec la psychologie. Par contre, il faut de la psychologie pour amener certaines, malheureusement, des fois des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire le faire venir avec le plus de douceur et de délicatesse. Ouais. Voilà, mais c'est tout. Est-ce que ce don t'a conduit parfois à vivre des moments émotionnellement trop forts, très forts, des choses vraiment, des charges émotionnelles qui, même toi, t'as eu du mal peut-être à supporter? Ah oui, j'ai eu des charges émotionnelles quand je voyais des fois où la perte d'un enfant ou la perte de quelqu'un de proche, où je voyais que dans l'année, la dame, elle allait perdre son mari, que ça allait être dramatique, je voyais les hôpitaux ou autre. Et je commence à prévenir un peu les gens de faire des examens, de faire attention, qu'il n'est pas dans une bonne période, qu'il faudrait peut-être approfondir ou le cœur ou les poumons ou ce que je ressens hein, comme maladie. Et des fois, ça aide les gens à les amener à endurer le mal ou la patience qu'il faut pour accompagner les gens où que ce soit. Une dame, il y a quelques années, qui est venue ici au Festival de Cannes avec un scénario et elle vient me voir et ce jour-là, je lui ai dit, aujourd'hui, le scénario, on va le laisser de côté. Vous monterez ou pas les marches, peu importe. Par contre, aujourd'hui, ce qui presse, vous avez un problème au sein gauche, je vois un début de cancer, il faut se faire opérer rapidement, vous n'avez rien à faire au Festival de Cannes. Elle a quand même pris peur, elle est allée faire des analyses ici, pas très loin. Dans Cannes. On lui a révélé que c'était ça, elle était journaliste à l'époque. Et elle écrivait, elle voulait monter un scénario, faire une saga à la télé, enfin bref, qu'elle a fait après, et ça l'a sauvée. Et après, elle m'a écrit, elle me demandait quand c'est que je montais sur Paris. Bon, on s'est revus une ou deux fois, et puis elle m'appelle de temps en temps. Mais il y a des gens comme ça où j'ai gardé des contacts lointains qui datent d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans ici, et qui m'appellent encore quelque peu parce que, bon, voilà, ça a été marquant autant pour elle que pour moi. Est-ce que tu as vu des choses parfois qui étaient difficiles d'annoncer à des gens que tu suivais, comme par exemple des meurtres ou des viols, des choses vraiment Pas extrêmement jusque-là, sinistres, mais, des accidents de voiture? Les décès, c'est très compliqué. Ouais. Ou la maladie. De l'annoncer quand on la voit arriver dans une famille où ça peut détruire pas mal de gens, oui. Quelqu'un qui voit pas son père, mettons, tous les mois, et qui tout d'un coup va apprendre qu'il va partir pour X raisons, eh bien, si on lui dit, il ira le voir plus souvent, il sera plus à l'écoute, il aura l'impression d'avoir fait, de s'être rapproché sur son départ et d'avoir fait quelque chose pour être en bon terme quand il sera là-haut. Alors que si vous le dites pas, ils sont les premiers à dire, mais vous vous rendez compte, il est parti, vous l'avez pas vu. Non, les gens, ils veulent savoir quand même. Il y a eu un départ de quelqu'un qui est décédé. Oui, il y a eu quelqu'un effectivement que j'apprécie beaucoup. Parce qu'elle vous protège d'un rouleau de cette façon. Ouais. Tu vois quelqu'un qui est parti, mais qui est toujours là. Hein. Ouais. L'entité de lumière, les esprits dont on parle. Et elle vous dit là-haut, il faut déménager. Donnez-moi ça ici. On va l'écouter alors. Ouais. Elle était très proche de vous, comme Oui, une très deuxième proche, mère. oui, exactement. Ben, c'est hyper intéressant. 5 de plus. Mais vous avez un déménagement à Paris. Je ne dois pas rester dans l'appartement où vous êtes. Ouais, bah ça Il ne c'est. vous correspond pas, il est trop sombre, il y a trop de cauchemars là-dedans. Trop d'insomnie, trop retourné vers le passé. Les murs en sont imprégnés, il faut déménager, même changer les meubles à la limite. C'est marrant, il y a des vieux meubles et surtout je suis exposé complètement nord, donc il est très sombre l'appartement. Il est Et très puis il sombre. est porteur sûrement, vous avez acheté dans une brocante, un truc comme ça. En fait, il y avait des meubles qui étaient déjà là avant
et parce qu'il a jamais été loué cet appartement. C'est des vieux meubles qui étaient restés effectivement. Parce que ce meuble, il date de la Révolution ou de cette Exactement. époque-là. Ouais. Et ce meuble, celui qui avait ce meuble, il a été guillotiné. Ah ouais. Il faut le savoir. Donc ce meuble, il transpire le sang. Ce meuble, il faut s'en débarrasser, il faut le vendre, le donner. Donc 6 de plus. Bon, le voilà l'appartement. Hein. Au mois d'août, vous le trouverez. Au mois d'août. Au solstice du Lion, 23 juillet, 23 août. Il n'y a pas relation. Hein. J'ai eu, comme tout le monde, des enterrements, d'oncles, de tantes. Et un jour, je me suis retrouvée à un goûter, si on peut appeler ça, d'enterrement, où après les gens ils prennent une collation et tout. Et tous les gens qui racontaient, certains, eh ben, je savais qu'ils me mentaient. Ils racontaient l'histoire à l'envers et des anecdotes qui n'existaient pas, ou je sais pas où ils sont allés les trouver, et j'ai pas pu les arrêter, j'ai laissé faire. Mais je me suis dit, oh mon Dieu. Et ce jour-là, j'aurais aimé être partout sauf là. Parce que je me suis dit, j'ai assisté à un sacré cinéma. Voilà. Ah, c'est incroyable. Et pour revenir à cette question du don, est-ce que ça peut t'aider aussi parfois à anticiper des choses futures qui soient profitables pour toi ou pour les autres? Par exemple, je donne un exemple, des numéros de loto, des choses comme ça, est-ce que ça peut fonctionner? Ce qu'il faut savoir, c'est que si on vous donne un don, c'est pas pour l'approfondir, parce qu'on serait tous milliardaires, hein, l'approfondir que pour des jeux d'argent ou pour des jeux de profit. Parce que j'en connais, ou j'en ai côtoyé, ou j'en ai croisé des gens qui, par la voyance, pour des mauvaises actions, ont essayé de gagner au loto, au tiercé, au jackpot, je ne sais où, hein, et qui finalement, ils ont tout perdu après. Et ils ont perdu leur don en même temps. Donc ils ont quand même gagné au départ, mais ensuite ils ont tout perdu parce que c'était justement cette cupidité qui faisait que le schéma était mauvais de base. Le schéma était mauvais de base. Ou on le fait quand on aime les gens, ou quand on n'a plus rien à leur donner, on s'arrête, c'est comme les chanteurs. Si un jour j'ai plus rien à apporter, que je sens plus rien, que je vois plus rien, eh bien, plutôt que de dire des bêtises, je m'arrêterai. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux des énergies qui régissent le monde aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plus de mauvaises ou de bonnes énergies? Je crois qu'on est à 50-50. Qu'est-ce que tu ressens, toi? Ah ouais? Et je crois que la seule faille qu'on ne doit pas faire dans cette vie, c'est de tomber dans ce mauvais trip, comme on dit, de mauvaises énergies. Les gens peuvent changer et malheureusement, les gens peuvent, une première partie de vie, être très humble, très sage, très ouvert, et après, avec un événement subi ou triste dans leur vie, devenir des mauvaises personnes et être traversés par des mauvais courants ou des mauvaises influences. Ça, il faut le savoir aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut faire quand même attention à toute forme de connaissance. Je crois que la prudence dans ce siècle, c'est de faire attention à qui on donne son amitié et son amour. Je crois que c'est une priorité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut tomber sur des personnes qui volent notre âme ou qui... Manipulatrice, et c'est même pas de la perversité, c'est de la manipulation mentale. Quelqu'un qui est plus faible et en position de faiblesse, eh bien, il va se faire happer par une entité qui est forte et qui va lui capter toutes ses énergies et lui faire faire tout ce qu'elle veut, aussi bien homme que femme. Et pour revenir sur ces énergies qui semblent régir le monde, tu sais, on parle de mauvaises, de bonnes énergies. Je vais faire un parallèle avec un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Fernando Pessoa, qui est un auteur portugais en fait, qui est un auteur hétéronyme, c'est-à-dire qu'il a créé plein de personnages qui écrivaient des récits de façon très différente, avec une psychologie différente, et il expliquait ça par le fait qu'en fait il était traversé, il a même créé un courant qui s'appelle le sensationnisme, qu'il était traversé tout au long de sa vie par des courants émotionnels, qui guidait en fait ses réalisations et qui le guidait pas à pas dans sa vie finalement, et qui même changeait parfois sa psychologie, et qu'il avait réussi à apprivoiser en fait ces courants qui passaient par le fait d'écrire à chaque fois via des personnages différents. Est-ce que c'est ce qui peut expliquer qu'on est traversé par des énergies différentes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et que des gens peuvent changer aussi? C'est pour ça que je fréquente aucun médium. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu as des relations avec... Je m'occupe de personne. Tu as des relations avec des médiums? Personne. Et pareil, admettons si deux médiums entre eux font un enfant, est-ce que l'enfant va être forcément médium ou non, il n'y a aucun rapport? Pas du tout même. Et puis je pense que quelqu'un qui est médium ne cherchera pas à se mettre avec quelqu'un qui est médium. Ben, c'est déjà lourd à porter, c'est quand même une charge au quotidien. Et deux médiums ensemble, c'est impossible. Enfin, je veux dire, ils ont sûrement pas le même niveau spirituel, les mêmes énergies. Et après, même, ça peut très mal finir au niveau du couple. Puisque après, c'est chacun, moi j'ai raison, ça pourrait pas être possible. Elle s'appelle comment? Elle est née quand? Elle est née le
Mais têtue. Ouais. Jalouse, hein. Un petit peu, ouais. Ce qui est à elle n'est pas au voisin. Hein. Elle, ça a été un coup de foudre. Oui. Vous aussi. Mais au début, tout était facile. Et après, dès qu'elle a compris que ça devenait sérieux et que vous lui appartenez, alors après, elle a fait quelques petites scènes. Donnez-moi ça une de plus. Mais c'est une bosseuse, comme vous. Oui. Quelqu'un de carré, de dentier, de... Oui. Voilà. De toute façon, vous allez déménager pour plus grand, plus aéré, et je vois plus de verdure, comme si vous alliez à Vincennes ou un truc comme ça. D'accord. Même un peu zone de la distance, mais un endroit où on voit de la lumière et des arbres. C'est ce qu'on recherchait en plus, ça tombe très bien. Il faut de la clarté. Ouais. 7 de plus. Six de plus encore. Elle est très famille aussi quand même. Hein. Oui, Ça très c'est très famille. important. Fille unique. Donc il faut vraiment avoir toutes les qualités avec les bons parents. Hein. Ouais, Donnez-moi 105. Ils sont gentils ces parents. très gentil, adorable. Donnez-moi 104 encore. Et vous l'avez présenté à vos parents? Oui. Ils la connaissent. Oui, oui, oui. Ils l'aiment beaucoup. Hein. Oui, et est-ce que tu vois voilà, qu'elle sera heureuse? Parce que Ah c'est ben, tout ce que je lui souhaite. Mais c'est du long terme tous les deux quand même. Par contre, c'est sûr qu'elle surveille tout. Elle surveille tout. En plus, je l'appelle le shérif. C'est vrai. Oui, l'appeler, oui, elle est très droite et c'est vraiment l'amour de ta vie. Oui. Et elle t'aime. Hein. Et ça, l'amour, ça n'a pas de prix. Quand une femme t'aime, eh ben, c'est le plus beau cadeau de la vie. Ben, ça sera la mère de tes enfants. Et il y aura toujours une épaule pour te soulager toute ta vie. Quelqu'un qui t'aidera et qui t'épaulera. On n'est pas fait pour vivre seul. Ce que je te propose maintenant, puisqu'on est à Cannes, on va essayer de deviner la Palme d'Or ensemble. Et pour ça, on va changer de décor. Ça te va? Ça me va. Bon, bah tape là. Il y a quelque chose de commun entre le cinéma et la voyance. Ils nous font voir ce que nos yeux ne perçoivent pas. J'ai voulu lier ces deux mondes. À quelques heures de l'annonce de la Palme d'Or 2025, Patricia se prête au jeu. Saura-t-elle deviner le grand gagnant ? Bon, Patricia, on est dans cette magnifique salle du Casino Partouche Cannes 50 Croisette. Est-ce que les esprits qui sont autour de nous, que tu ressens toi plus que nous, est-ce que tu penses que c'est des passionnés de cinéma aussi? Je pense que le festival en est imprégné et les murs doivent être imprégnés des énergies qui sont passées un peu comme l'Olympia ou les grands théâtres à Paris, Marigny, etc. Et je pense que oui, on a l'empreinte de tous ces gens, ces entités qui sont venues, qui sont passées, qui ont laissé de la lumière. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on va dans ce genre d'endroit, on ressent toujours un peu des présences ou des bonnes ondes. Oui, des bonnes Est-ce que ondes. toi, tu considères que c'est des esprits artistiques antérieurs qui ont voulu rester dans la lumière du spectacle et de... Mais les âmes viennent, hein. Ouais. Donc qui nous dit que les âmes de tous ces acteurs, comme même Alain Delon, n'est pas dans le festival. Hein. Les artistes, quand même, ils prennent part. Ils ont une sensibilité un peu comme les médiums, exacerbée dans le bon et dans le mauvais des fois. Mais ils ont une sensibilité beaucoup plus ouverte. Il y a eu une élévation de tous ces êtres-là, qui tout d'un coup, eh bien, ils ont explosé au cinéma. Et au départ, ils arrivaient tout penauds, tout intimidés, dans les salles là autour, avec plein d'espoir. Et c'est ce qu'il en ressort. C'est que les gens, ils viennent pour apporter un message et avec de l'espoir de devenir quelqu'un ou de réaliser des films. À leur image à eux. À leur image, comme tu dis, parce que c'est vrai que les auteurs qui viennent ici sont des auteurs singuliers, qui ont vraiment une façon singulière de faire leurs films. Et justement, c'est un peu le paradoxe que je vois à Cannes, j'ai l'impression, c'est que d'un côté, il y a un bling-bling qui côtoie ce cinéma d'auteur. Comment tu peux expliquer cette particularité? Et ça se mélange très bien, aussi bien dans les soirées que dans les repas, que dans les cocktails, que dans les casinos. Les gens ont plaisir à se retrouver. On assiste à un festival hors du commun cette année. On dirait qu'on veut venir à une simplicité finalement du festival. En plus, la présidente a un courant, elle veut sauver les âmes, elle veut sauver les femmes, elle veut sauver, comme on dit, tous les gens qui sont rejetés par la société. On assiste vraiment à autre chose. Et le jury,
et cosmopolite. Hein. Comment la médiumnité peut côtoyer le cinéma dans ton cas? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais à Cannes pendant le festival? Je suis arrivée il y a peu de jours, donc je ne me suis pas trop imprégnée de la montée des marches. J'ai pris mon pendule et mes cartes et le ressenti qu'il en sort. Est-ce que ça sera la palme? Je l'espère ce soir. Donc chaque année en fait c'est un rituel, tu viens à Cannes pour deviner la palme, tu prédis des victoires et pourtant tu ne vois jamais les films, ni avant ni après. Comment tu peux expliquer ça? J'essaye de me mettre dans le contexte de la personne, de son âme et de voir si cette année c'est son année, c'est son année lumière, son année où on va remarquer, ou dans quelle émotivité elle est et comment le public va le recevoir. C'est que tu vois, autant le rapport à la médiumnité, tu vois, peut paraître un peu paranormal et inexplicable pour le commun des mortels. Et les explications que tu nous fournis sont des explications de quelqu'un qui a presque documenté, a fait ses recherches, plus qu'à ressenti des choses. Tu trouves pas? Je fais aucune recherche, mais j'ai ressenti avec les noms, les prénoms. Ah, tu fais aucune recherche? Non, pas trop, non. Ah, okay. Non, parce que c'est des noms qui me parlaient. Moi, je pense que la petite dernière a beaucoup de chances d'être la palme cette année. J'y crois énormément. Il n'y a pas que celui-là, il y a aussi un simple accident, parce qu'il a quand même tourné en Iran contre la volonté du pays, où il pouvait être emprisonné à tout moment. Et franchement, il mérite vraiment la caméra d'or pour la performance du monsieur. Une force qui permet de transformer les ténèbres en pardon, en espérance, en vie nouvelle. C'est pourquoi nous avons choisi, pour la Palme d'Or, un simple accident. Un simple accident de Jafar Panahi. Tourné clandestinement après sa sortie de prison, le 11e long métrage de Jafar Panahi. Je pense que les metteurs en scène, nous sommes plus des metteurs en vie que des metteurs en scène. On a une façon de voir le monde qui est particulière, de voir les choses autrement, et comme le dit très bien Wim Wenders, plus nos images seront belles, plus le monde sera beau. Voilà. Apprendre à voir le monde toujours comme si c'était la première fois, avec des nouveaux yeux. Vive les différences, vive les cultures et vive le Festival de Cannes. Thank you.